Bonjour à tous. On explore aujourd'hui les 7 caractéristiques qui permettent de passer de la performance à l'excellence, selon Jim Collins, l'auteur de la performance à l'excellence, devenir une entreprise leader ou en anglais Good to Great. Simplement pour info, l'auteur, en fait, c'est un chercheur universitaire qui a fait une grande étude à travers plusieurs grandes entreprises américaines principalement pour faire ressortir les 7 caractéristiques, en fait, qui font que certaines entreprises ont une excellence durable. Donc, pas simplement des pics de performance ou des moments dans leur existence, dans leur longue existence où ils sont performants, mais bien une excellence qui est sur un long terme. Voilà. Alors, le premier élément, la première caractéristique de ces entreprises-là, en fait, c'est d'avoir un leader dit de haut niveau. Donc, ça, c'est en fait un leader qui est capable de mettre son ego de côté. Donc, les réussites ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à l'organisation, à l'organisme, à l'entreprise. Donc, on met notre ego de côté et on se concentre sur le service qu'on veut offrir. Dans le livre, l'auteur démontre d'ailleurs une pyramide de développement du leadership, donc qui ressemble à ceci. Alors, on a à la base de la pyramide un individu capable, donc un individu qui contribue de façon productive grâce à son talent, son savoir, ses compétences et ses bonnes méthodes de travail. Cette personne-là travaille évidemment dans une équipe qui met donc ses capacités au service des objectifs et du groupe de travail. Il peut par la suite généralement devenir un chef compétent qui, lui, organise les ressources en fonction des objectifs déterminés. Une hauteur de plus, ça devient un catalyseur d'engagement. Donc, le chef compétent peut devenir un dirigeant efficace en poursuivant une vision claire et stimulant des niveaux de résultats plus élevés de la part de son équipe. Et finalement, on arrive au sommet de la pyramide où là, on retrouve le leader de haut niveau. Donc, avec humilité et la volonté de voir l'organisation perdurer dans le temps, il va édifier une excellence durable grâce à ce mélange-là d'humilité personnelle et d'ambition au service de l'organisme. La deuxième caractéristique, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Alors l'auteur, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les grandes entreprises qui réussissent de façon durable, en fait, ils misent surtout sur le qui. Ils vont donc choisir les bons collaborateurs pour leur organisation. De les recruter, de les fidéliser, en fait, c'est ça qui devient un peu le moteur, si on veut, de leur réussite. D'ailleurs, les bons collaborateurs, généralement, n'ont pas besoin d'être gérés ou motivés, ils le font d'eux-mêmes. Cette notion-là de d'abord qui va aussi impliquer de se libérer, en fait, des moins bons collaborateurs ou des mauvais, même si on a besoin. Parce que, ben, les bons collaborateurs, ils vont se demander, mais pourquoi tu gardes cette personne-là qui nous aide pas, qui va pas dans le même sens que tout le monde, qui mine le sentiment d'appartenance au groupe. Donc, il va y avoir cet impact-là où les bons collaborateurs vont faire, ben, à la limite, ça peut même teinter leur comportement de dire, ben, pourquoi je me forcerais plus si l'autre personne, ben, ça passe. Puis pourquoi pas moi? Donc, vous voyez l'impact qu'un mauvais collaborateur peut avoir sur votre équipe. Je suis sûre que vous l'avez déjà vécu à un moment donné de votre carrière. Donc, vous savez très bien de quoi je parle et de quoi l'auteur voulait parler ici. D'ailleurs, l'auteur nous fait remarquer qu'il est moins pire d'avoir une chaise vide que d'avoir quelqu'un qui n'est pas sur la bonne chaise. C'est donc d'abord avec les bons qui, donc les qui d'abord, qu'on va pouvoir déterminer le qu'est-ce qui sera excellent, le quoi va être excellent par la suite. Et pour les organisations avec un conseil d'administration, ça implique aussi vos membres de conseil d'administration, d'abord qui, ensuite quoi. Troisième élément de notre liste d'aujourd'hui, c'est affronter la brutalité des faits. L'auteur, ce qu'il dit ici, en fait, c'est que les organisations qui sont excellentes sont capables de se mettre le nez dans les choses qui vont pas bien dans leur organisation, donc dans les faits, les chiffres, les statistiques qui sont moins bonnes ou même mauvaises, pour vraiment prendre le temps de les regarder et d'en tirer des leçons. Ces organisations-là vont aussi permettre aux membres de l'équipe, donc tous les employés, en fait, de nommer ce qui ne va pas bien dans l'organisation ou ce qui ne va plus bien, ce qui ne fonctionne plus. Donc, on n'est pas en mode ici, je tape sur la tête parce que quelqu'un a dit qu'il faudrait améliorer telle affaire. On le prend en considération, évidemment. Vous voyez certainement ici l'importance justement du leader de haut niveau qui est capable de mettre son ego de côté puis de dire, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon organisation en ce moment, puis on va le regarder. Vous voyez aussi l'importance du d'abord qui. Donc, dans l'équipe, des gens qui sont capables d'observer, d'analyser, puis de se projeter dans un avenir meilleur en proposant des solutions, en soulevant ce qui ne va pas. Donc, les deux premiers éléments ont un impact aussi sur ce troisième élément. Cet exercice-là, en fait, de pouvoir être capable d'affronter la brutalité des faits,
Ben, c'est un peu le même principe que quand on fait une planification stratégique. On regarde les choses qui vont moins bien dans l'organisation pour pouvoir voir comment on peut améliorer ça. Donc, ça nous permet de faire des actions par la suite pour bonifier et se diriger vers l'excellence. L'équipe de travail est donc vraiment importante dans le processus. On va leur poser des questions du genre qu'est-ce qui vous préoccupe ces temps-ci, qu'est-ce que vous avez en tête, parlez-moi de tel sujet qui vous préoccupe en ce moment. Donc, ça permet justement aux employés de nommer les choses que des fois, en tant que gestionnaire, on ne peut pas voir nécessairement sur le terrain. Et si on identifie évidemment des choses à améliorer, bien, on le fait dans un esprit qui n'est pas de reproche, mais pas du tout. Donc, on n'est pas en train de reprocher à quelqu'un qui n'a pas fait son travail. On est en train de dire, bien, quelles leçons on peut en tirer? Comment on peut améliorer pour que ça soit plus facile pour toi puis que les résultats soient plus intéressants pour l'organisation. Puis, en créant aussi des mécanismes d'alerte, donc de réaction, sur les choses qui vont moins bien, ben ça nous permet de réagir plus rapidement en cas de besoin. On passe maintenant à la notion de concept du hérisson. Vous connaissez sûrement le renard. Le renard rusé, plein de stratégies pour pouvoir essayer de manger le hérisson. Le renard, par contre, lui, il va essayer toutes ses stratégies une après l'autre, vite, 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 sans trop réfléchir. Donc, on passe de une à l'autre, on réagit rapidement. De son côté, lui, le hérisson, ben, il fait ses petites affaires. Puis, quand il voit le renard arriver du coin de l'œil, il se roule en boule avec toutes ses piquantes sorties. Et c'est ce qui fait que le renard ne peut pas l'attraper. C'est ce qu'apporte l'auteur, en fait, dans son concept, sa notion de concept du hérisson. Donc, il nous dit, au lieu de s'éparpiller puis d'essayer plein de choses puis de se garrocher dans plein d'affaires comme le renard, soyons plus comme le hérisson qui se concentre sur ce qui est à faire. Donc, sa mission, ses objectifs, ce dans quoi il est déjà bon, hein, qu'on va améliorer encore plus. Donc, c'est la façon de faire généralement des entreprises qui sont excellentes de façon durable. Bref, concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux. L'auteur nous suggère d'ailleurs de se concentrer avec lucidité sur oui, ce qu'on fait de mieux, de savoir ce qu'on fait de moins bien aussi, dans quoi on n'est pas les meilleurs. Et de savoir tout ça, en fait, nous permet de définir vraiment notre concept du hérisson en tant qu'organisation. Le concept du hérisson, selon l'auteur, c'est un peu comme un diagramme. Donc, il y a ce qui nous passionne, ce qui nous parle comme organisation, ce qui nous inspire. Il y a ce dans quoi on est bon, on est déjà bon là-dedans, c'est un plus. Et il y a évidemment l'aspect rentabilité, donc qu'est-ce qui est le plus rentable comme vente de produits ou comme réalisation dans le cas d'un organisme communautaire, par exemple. D'avoir en tête ces trois éléments-là, en fait, qui est notre concept du hérisson, va nous permettre de prendre plus facilement des décisions par moment qui peuvent être difficiles. Ça nous permet donc de choisir nos stratégies d'action, nos nouveaux projets avec discernement. La croissance, en fait, pour juste grandir puis être plus gros, donc c'est pas un concept qui s'applique à une entreprise excellente, selon l'auteur. D'ailleurs, il ne faut pas être trop pressé dans la mise en place puis la réflexion par rapport, entre autres, à notre concept du hérisson, parce que pour les grandes entreprises qui ont une excellence durable, ça a pris en moyenne 4 ans pour construire vraiment leur concept du hérisson et de poursuivre dans cette voie-là par la suite, donc d'être sur une lancée qui est incroyable, excellente, mais qui est centrée sur ce qui est important pour l'organisation. 4 ans, ça peut paraître long à mettre en place. Pour ça, ce que l'auteur suggère, en fait, c'est de s'assurer d'avoir relativement souvent des discussions avec son équipe, de souvent aussi prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, de décortiquer les résultats, d'apprendre de ces résultats-là, de ces moins bons coups des fois, ou de ces bons coups-là, qu'est-ce qu'on a fait de bien, comme pourquoi ça a bien été. Donc, tout ça nous permet, sur une base régulière, d'accélérer un peu notre processus. L'auteur dit à toutes les semaines. Je sais que pour certains, ça peut être très difficile à mettre en place à toutes les semaines dans le rythme de vie, mais au moins quelques fois par trimestre, disons, ben, ça serait quand même super intéressant de faire ces retours-là avec son équipe. Cinquième élément, une culture de discipline. Alors, semble-t-il que grandir très rapidement, ça l'amène généralement les organisations à devenir très bureaucratiques. Donc, de vouloir donner de la structure à tout ça et d'ajouter plusieurs niveaux de bureaucratie. Et ça, généralement, ça tue le succès des entreprises et des organisations. Ça étouffe aussi les d'abord qui, donc les personnes de notre équipe qui sont plus du genre créatif, qui vont pouvoir nous apporter généralement des solutions innovantes à des situations. Pour éviter ça, ce que l'auteur recommande, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir à instaurer une bureaucratie pour gérer justement les défis au niveau des moins bons collaborateurs ou encore tout ce qui touche là, la discipline, la motivation, ben, il nous suggère quelques stratégies pour pouvoir justement avoir des gens plus disciplinés et avec une éthique de travail.
Évidemment, oui, il va falloir mettre quand même un cadre, une structure autour de l'organisation, autour des employés, si on veut. Toutefois, après ça, ben, c'est de leur laisser une certaine autonomie, une certaine liberté pour jouer dans ce carré-là. Donc, à ce moment-là, on gère le système et non les gens. De plus, si vous avez les bons collaborateurs et un cadre autour, ben, ça devient inutile de surveiller votre équipe ou d'avoir à regarder toujours les feuilles de temps puis de s'assurer que les choses sont faites. Les gens vont généralement, si on a les bons collaborateurs, ben, s'adapter au cadre qu'ils ont dans l'organisation. Les collaborateurs vont donc utiliser leur liberté, leur autonomie pour atteindre les objectifs qu'on leur demande d'atteindre, mais ils sont conscients qu'ils sont responsables de les atteindre, ces résultats-là qu'on souhaite. Évidemment, on va vous demander aussi en tant que gestionnaire d'être un modèle pour votre équipe et donc d'appliquer ce que vous dites. On va aussi faire des efforts pour respecter notre concept du hérisson et donc ça implique de supprimer les activités qui sont superflues. Et finalement, on va faire tout ça en étant exigeant, mais pas en étant tyrannique. Sixième élément important selon l'auteur, c'est d'avoir des catalyseurs technologiques, mais pas à tout prix. Donc, il fait référence évidemment ici à tout ce qui est nouvelles technologies qui peuvent nous aider à rendre notre organisation qui est performante encore plus excellente. Ce qu'il nomme en fait, c'est oui, il y a certains outils technologiques qui vont nous aider à atteindre cette excellence-là. Par contre, encore une fois ici, c'est d'avoir un certain discernement pour analyser qu'est-ce qui sont les outils qui vont vraiment être pertinents. Parce qu'on peut avoir aussi des outils technologiques qui vont avoir l'effet contraire et donc nous faire perdre du temps parce qu'ils sont trop complexes, par exemple. Donc, d'avoir les bons catalyseurs technologiques, oui, vont être aidants, mais pas à tout prix. Et le septième élément, en fait, des caractéristiques des entreprises qui sont performantes et excellentes de façon durable, en fait, c'est de tourner la roue, le volant, si on veut, un coup de main à la fois. Donc, encore une fois, ici, il fait référence, grosso modo, à la durée dans le temps. Donc, c'est un travail de longue haleine. On fait un tour de volant tranquillement, on change une chose à la fois, on se concentre sur un élément à la fois et sur notre concept du hérisson. Ce qui fait qu'à un moment donné, avec tous ces petits coups de roue-là, ben, la roue va partir et va tourner tout seul pendant un long moment, ce qui va nous donner le temps là, et l'énergie et la mobilité d'aller plus loin dans notre excellence. Alors, c'est une lecture que j'ai quand même beaucoup appréciée, qui m'a permis aussi personnellement, en fait, de profiter de nos réunions d'équipe au travail pour amener plusieurs petites questions en introduction de la réunion. Donc, on prend à peu près une demi-heure de notre réunion d'équipe au début pour répondre à une question justement de réflexion par rapport à comment être meilleur, comment favoriser notre excellence dans notre organisation. Alors, je vous invite, si vous avez l'opportunité, à faire de même. Donc, ça peut être en se posant des questions sur qu'est-ce qui nous passionne comme organisation, dans quoi on est les meilleurs comme organisation, dans quoi on est les moins bons. Donc, ces questions-là, en fait, vont être super intéressantes parce qu'elles vont permettre à toute notre équipe de donner leur point de vue. Et ainsi, on va avoir du matériel à réfléchir après pour s'améliorer, évidemment, comme organisation. Et si vous voulez développer votre leadership, en fait, j'ai une série de 3 vidéos à ce sujet-là. Je vous invite à les regarder, évidemment.